Berlin, la nuit du 9 novembre 1989. Ouvrez la barrière. Des Allemands de l'Est se ruent sur le poste frontière qui fait de Berlin-Est un camp retranché et le sépare du reste de la ville. Ils ont peine à croire la nouvelle. Pour la première fois depuis 30 ans, il semble qu'ils vont pouvoir se rendre librement de l'autre côté du mur. Le colonel Harald Jäger, chef des gardes-frontières est-allemands, doit prendre une décision capitale. Nous n'avions pas reçu d'ordre de nos supérieurs. Et nous nous sommes soudain aperçus de notre impuissance face à la volonté de la population. Quand la volonté du peuple est plus forte que le pouvoir de l'État, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Tout ce que je pouvais faire, c'était ouvrir la barrière et laisser passer les gens. La brèche dans le mur marque l'échec final du système communiste auquel tant de gens ont cru. Sa destruction, c'est le rêve qui devient réalité pour l'employé Mike Frenel. Je voulais vraiment savourer ce moment. J'ai regardé par terre et j'ai fait un pas en avant, puis un autre. Et j'étais de l'autre côté, j'étais à peu près ça de la ligne blanche. Et tout à coup, c'était trop. Ce mur, j'avais triomphé de ce monstre, ce serpent de guerre. La chute du mur donne le signal de la libération. Dans les pays communistes du bloc de l'Est, après des décennies de chape de plomb, des millions de gens respirent à nouveau l'air de la démocratie. Le système soviétique est encore à l'apogée de sa puissance. De ce côté du mur, personne ne doute que les communistes guident les nations du monde vers un avenir meilleur. Chaque année, pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre, ils fêtent un idéal dont ils sont convaincus qu'il finira par triompher de par le monde. Pour la télévision soviétique, Nina Motova, une ouvrière modèle, évoque ce qu'elle considère comme un âge d'or. Nous défilions tout près du mausolée de Lénine, si fiers que notre région et notre usine soient toujours considérées comme les meilleures. Nous faisions défiler nos roulements à billes, l'usine de montres montrait ses nouveaux modèles. Chaque usine exhibait ses réussites. Nous étions si fiers, notre pays était si puissant. C'était comme si nos cœurs battaient à l'unisson. Le monde communiste des années 70 s'étend du Pacifique jusqu'au cœur de l'Europe. Polonais, Tchèques, Roumains et Est-Allemands sont les membres d'une même famille sous la conduite du grand frère soviétique. Mike Frenel était le porte-drapeau du quartier Lichtenberg à Berlin-Est. Tout le monde marchait dans la même direction, vers le soleil. Si j'étais fatigué ou découragé, les chansons me remontaient le moral. Elles me portaient littéralement à bout de bras. Le monde communiste se voit en marche vers un avenir radieux. Il n'y aurait plus ni exploitation, ni guerre. À la place des esclaves du travail de jadis, surgirait un homme nouveau. Ce discours de propagande est répandu d'un bout à l'autre du bloc communiste. Des générations d'écoliers de l'Est l'ont entendu et y ont cru.
Nous étions tout. Nous avions les meilleurs tracteurs, les meilleures écoles. Tout ici était le meilleur au monde. Nous n'en doutions absolument jamais. Мы пионеры, юные ленинцы. По-ленински жить и трудиться – наша большая мечта. Pour Dasha Rubova, la réalité illustrait le conte de fées russe où un roi tout-puissant voit tout ce qui se passe partout. Je croyais que Brejnev avait aussi envoyé sa tête tout autour de la ville. Je pouvais voir son visage là, à la place de celui des rois. Bien sûr que je l'aimais. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer. C'était notre roi. Chaque nuit, je m'asseyais dans mon lit, à moitié endormie, avec mes rideaux ouverts, et je saluais Brejnev. J'imaginais que sa tête se trouvait quelque part près de moi, en train de me regarder, et je le saluais, de façon à ce qu'il sache qu'ici, il y avait des gens bien. L'État planifie les activités et règle les pensées. Rien ne lui échappe. Et le système a la prétention, à la différence du capitalisme, de satisfaire tous les besoins et toutes les aspirations. Notre État était un exemple pour le monde entier. Pas de chômage, des services médicaux gratuits, l'école gratuite. Tout était organisé pour tout le monde, jusqu'au plus petit enfant. Tout était préparé à l'avance, même le nombre de roulements à billes que devait produire l'usine. Dans les années 70, les planificateurs de l'économie se sentent même capables de rivaliser avec la société de consommation à l'occidentale. Jako Alenka v říši divů se budete cítit v obchodních domech Prior. Z nepřeberné nabídky zboží našeho trhu se vám zatočí hlava. Wendig. Schnell. Ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601. Peter Miller, ouvrier qualifié dans une grande usine tchécoslovaque, se considère comme l'un des bénéficiaires de ce système. J'avais une voiture, j'avais une maison de campagne. Je savais qu'ils avaient des Mercedes à l'ouest. Oui, c'est une belle voiture. Mais ce sont toutes les deux des voitures et elles rendent toutes les deux l'existence plus facile. Dans tous les pays de l'Est, on entend la même rengaine. Le parti contrôle journaux, radios, télévision, qui ne diffusent que les bonnes nouvelles. La propagande fait le reste. Za 25 let socialistického zemědělství se zvýšila výroba obilí o 70%. On prenait les décisions pour vous ailleurs. Le journal du parti vous disait quoi penser. Tout ce que nous pouvions faire, c'était discuter autour d'une bière et on s'intéressait beaucoup plus au sport. Les succès présumés sont orchestrés de main de maître. Des spectacles gigantesques à la mise en scène parfaite permettent de fondre l'individu dans la masse. Me voilà sous la lettre E. Je me souviens combien nous avions peur de faire une erreur, de ne pas montrer le bon carton. Parce que Ceausescu était là, en face de nous, et pour lui, tout devait être parfait. Tous ne sont pourtant pas dupes. Quand ils voient le président roumain visiter des marchés, ils savent pertinemment que les étalages montrés par la télévision n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Les magasins n'avaient même pas le centième de ce qu'on voyait à la télévision. Il y avait peu de nourriture, pas de viande, pas de beurre, pas de lait, pas de fromage.
Nulle part, la planification économique ne parvient à satisfaire la demande. Faire la queue devient une habitude et une nécessité quotidienne. Ale powinno być trochę lepiej. Bo wie pan, żona idzie w kolejkę, stoi, cholera nie ma. Ty kupisz te parę deko wędliny, nie ma. Tyle u nas w Polsce świnie hodują, u nas nie można kupić. Par chance, mes grands-parents étaient toujours en vie. Je me souviens que mon grand-père allait faire la queue au magasin. Et il restait assis toute la nuit devant le magasin jusqu'à l'ouverture. D'où le proverbe roumain qui dit « Si tu n'as pas de grand-mère, tu ferais mieux d'en acheter une ». Les gens passent jusqu'à 5 heures par jour dans les files d'attente. Pour un appartement, il faut compter 15 ans d'attente. Mais le parti s'emploie à convaincre les gens que la situation est bien pire dans l'Occident capitaliste. Je me souviens des films que l'on voyait, comme Oliver Twist. Ça, c'était l'exploitation. J'étais tellement choquée. Natasha Kuznetsova croit dur comme fer à ce qu'elle voit sur l'écran. Je pleurais. J'étais désolée pour cet Oliver. Quel cauchemar que sa vie. Je pensais qu'il vivait toujours ainsi en Occident. Sir, I want some more. À l'Est, on leur disait que le rideau de fer était là pour protéger le socialisme de l'influence néfaste de l'Ouest. Pourtant, en dépit des interdits, la culture occidentale exerce une fascination telle que ni les barbelés, ni les gardes-frontières ne peuvent entraver sa diffusion. J'ai découvert la musique occidentale. Même si je n'en comprenais pas un mot, je me rappelle ces gens en train de danser et de sourire. On ne pouvait pas dissimuler la liberté de cette musique. Tout ce qui vient de l'Ouest, disques, savons, vêtements, est l'objet d'un intense marché noir. Je voulais des blue jeans. J'en avais vu sur quelqu'un. Tout ce que j'avais à faire, c'était trouver de l'argent. 2 mois de salaire, une somme ahurissante. Les autorités ont beau faire, leurs efforts pour se mettre au goût du jour paraissent dérisoires. Будет так, будет так, будет так, будет так. Было, есть и снова будет так. Будет так. Будет так. Будет так. Будет так. Было, есть и снова будет так. Cette libération revendiquée n'est pas sans risque. La moindre expression est surveillée. Les tentacules de l'État s'étendent à tous les aspects de la vie privée. Les téléphones sont sur écoute. Des caméras installées dans les chambres d'hôtel. Ils en savaient beaucoup sur moi, bien plus que je ne pensais. Ils m'ont montré des photos. Ils m'avaient photographié à mon insu. C'était incroyable. Une banale conversation dans la rue peut entraîner une arrestation. La peur a remplacé la ferveur idéologique et elle continue d'exercer son empire sur toute la société. La police secrète détient des millions de fiches sur des citoyens ordinaires. Les informateurs dûment rémunérés sont légion. Je voyageais beaucoup en train. Les gens se plaignaient toujours de Ceausescu et des conditions de vie. Mais je préférais rester dans le couloir ou faire semblant de dormir.
J'avais peur. Pourquoi aurais-je pris un risque? Personne ne savait qui pouvait être un informateur. Dietmar Passenheim était l'un de ces informateurs travaillant pour le compte de la Stasi est-allemande sur le réseau ferroviaire. J'allais sur le quai avant que le train n'arrive. Je regardais autour de moi pour voir quelles sortes de gens embarquaient dans le train et j'en choisissais certains auprès desquels j'allais m'asseoir. Au cours de notre formation, on nous avait appris comment reconnaître les gens. Les citoyens décadents étaient souvent jeunes, peut-être portaient-ils des jeans. On devait surveiller tous les Occidentaux. C'étaient des ennemis et nous devions les combattre. La police entraîne ses troupes à repérer les amateurs de chansons subversives venus de l'Ouest. Durch den sich bei ihr im Laufe der Jahre immer extremer herausbildenden Hang zum luxuriösen Leben nach westlichem Vorbild wurde ihre ideologische Grundposition später immer mehr aufgeweicht. À Moscou, Natasha Kuznetsova est fascinée par tout ce qui vient de l'Ouest. Il n'y avait qu'une discothèque à Moscou. Nous n'avions pas le droit d'y entrer, à moins qu'on soit avec un étranger. Elle s'attire bientôt des ennuis. Quand nous sommes arrivés, on m'a arrêté. Ils m'ont obligé à signer un document où je reconnaissais le rôle qu'ils voulaient me voir jouer. Une prostituée en monnaie forte. Les sanctions sont lourdes pour quiconque défie le système. Ainsi, le jeune Berlinois Mike Frenel se retrouve en prison pour avoir distribué des tracts jugés subversifs. Durant les 7 premiers mois, j'étais en quartier d'isolement. Ils vous soutiraient vos secrets les plus intimes. Il ne restait rien de vous. Rien. Vous n'étiez qu'un numéro. C'est en Pologne que l'opposition à la domination soviétique et le refus du communisme sont le plus solidement ancrés. L'Église catholique leur sert à la fois de rempart et de référence. L'élection en 1978 d'un pape polonais et l'année suivante son voyage triomphal dans son pays bouleversent le rapport de force. Jean-Paul II rend aux Polonais leur confiance en eux-mêmes. Je suis tout simplement tombée à genoux. Cela changerait tout. Désormais, la vie allait s'améliorer. Ce Polonais nous apporterait le salut. Notre vie allait être différente. La propagande du régime veut faire croire aux ouvriers que le pouvoir leur appartient. Mais ceux-ci se sentent ignorés et exploités. De plus, toutes les revendications pour une amélioration des revenus ou des conditions de travail sont réprimées sans pitié. En août 1980, un an après la visite du pape, les chantiers navals de Gdansk se mettent en grève. Henryka Krzywonos conduisait un tramway dont l'itinéraire passait devant les grilles du chantier. On savait qu'il se passait quelque chose au chantier naval. Alors j'ai arrêté mon numéro 15 en face de l'opéra. J'ai bloqué les 15, les 13 et les 2. J'ai bloqué toute la circulation dans le centre de Gdansk. La ville, une fois paralysée, les grévistes se rassemblent au chantier et formulent 21 revendications. Ils contestent le pouvoir du Parti communiste et réclament la liberté syndicale. Co uważa pan za jedno z najgłówniejszych waszych postulatów? Znaczy wybrać wolne związki nieuzależnione są od partii, od rządu. Wówczas wszystkie problemy klasy robotniczej będą rozwiązane. Les grévistes n'hésitent pas à prier en masse et publiquement pour que l'armée n'intervienne pas.
Les gens retrouvaient l'espoir au chantier naval. Nous venions tous ensemble. Je n'allais pas me confesser, parce que je n'avais rien à confesser. Voilà comment notre peuple s'est emparé des chantiers, ce qui voulait aussi dire que nous n'avions plus peur. Le mouvement fait tache d'huile. Des grèves éclatent partout. Le gouvernement envoie un ministre négocier sur place. Les grévistes suivent les discussions retransmises par des haut-parleurs. Les leaders discutent avec les dirigeants du parti d'égal à égal. Oświadczam, że aparat partyjny nie ma żadnych przywilejów. Nie ma inaczej dodatków rodzinnych, tak jak całe społeczeństwo. Ale tu nie ma co sprawdzać, przecież to jest normalne. Wojsko milicja mają swoje kantyny i zaopatrują się na bieżąco. Ja mówię o aparacie partyjnym. I to też przecież macie swoje, prawda, stołówki, inne rzeczy i udostępnione wszystko. Takie jak w każdym zakładzie stołówki. Ale nic podobnego. Ale ja tu nie widzę po prostu... Soudain, je me suis sentie pousser des ailes. Peu importait que les gens aient apprécié ou non ce que j'avais dit. Mais enfin, je pouvais dire ce que je voulais. Le parti cède du terrain. Les ouvriers sont autorisés à former le premier syndicat indépendant du monde communiste. À leur tête, un électricien, Lech Walesa, qui symbolise la victoire du peuple ouvrier sur l'appareil d'État. Wszyscy bierzemy odpowiedzialność, nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Mamy już swoją prasę. Solidarność będzie naszym pismem, które będzie się samo bez żadnych cenzur ukazywała. Będziemy pisali to, co chcemy. En quelques semaines, 10 millions de Polonais rejoignent le nouveau syndicat Solidarité. Les autorités polonaises et surtout Moscou, qui craignent la contagion de l'exemple Solidarité, s'attachent à discréditer le mouvement. On le présente comme manipulé par l'Occident capitaliste. Místem určení tohoto kontrabandu, ukrývaného stejně důmyslně jako například drogy, je Československo a Polsko. Partout, police et armée sont mis en état d'alerte, y compris à Berlin-Est. Non seulement on parlait d'argent, mais aussi d'imprimerie et de grandes quantités de papier. Si nous découvrions ce genre de choses, les voleurs devaient être arrêtés. Pour nous, Solidarité voulait dire contre-révolution. Solidarité appelait à la grève contre le socialisme en Pologne. Nous pensions que faire grève contre son propre État, c'était faire grève contre soi-même. En URSS, la propagande persuade les ouvriers de la dérive contre-révolutionnaire des camarades polonais. Les soviétiques n'hésitent pas, comme en 1956, à organiser des manœuvres militaires à proximité de Gdansk. Le message est clair, l'armée rouge interviendra si le parti n'arrive pas à remettre de l'ordre en Pologne. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 16 mois à peine après les accords de Gdansk, le 13 décembre 1981, le général Jaruzelski proclame l'état de guerre et interdit Solidarité. Le syndicat bascule dans la clandestinité. Des centaines de dirigeants sont arrêtés, y compris Henryka Krzywonos. Je savais qu'ils venaient pour moi. J'avais si peur. 4 d'entre eux ont fait irruption et ont commencé à me donner des coups de pied, comme dans un ballon, parce que je me défendais. Quand il y en a un qui s'est aperçu que j'étais enceinte, ça n'a fait aucune différence. Je criais et ils hurlaient.
Ils m'ont battu. Ils m'ont laissé en sang sur le sol. Enrica perd son bébé et tout espoir d'avoir des enfants. En Union soviétique, il n'est pas question d'émancipation, même relative. Dans ce pays gouverné par des vieillards valétudinaires, on a le sentiment que personne ne veut ni ne peut rien changer. L'URSS enterre coup sur coup 3 secrétaires généraux successifs. Leur successeur, Mikhaïl Gorbatchev, fait tout de suite sentir qu'il appartient à une autre génération. Il mesure le vieillissement du régime et la nécessité de satisfaire les aspirations du peuple. Gorbatchev renonce à la langue de bois et son souci de transparence montre sa volonté d'associer tous les citoyens au changement, au-delà même du parti. La censure relâche sa surveillance. Désormais, il est possible de créer, de publier et de lire des ouvrages critiques. Pour la première fois, la télévision montre aux téléspectateurs stupéfaits les vraies conditions de vie. Настолько сел у нас грибок, видите, это еще сравнительно очень хорошо. А канализация у нас в туалете может замерзнуть, так как у нас на кухне не отопляется, там нужно топить печку, а печи не топят. Они вот-вот рухнут, вот печка. Замазываем, подмазываем. Говорят, что у нас еще более-менее нормальные условия, живут хуже. Yevgeny Mahayev, poissonnier moscovite, est décontenancé par toute cette franchise. Ce fut vraiment un choc. Par le passé, on s'était toujours raconté des blagues sur nous-mêmes et on riait de toutes ces choses sur lesquelles on se trompait ou qu'on n'aimait pas. Mais on le faisait entre amis. Et là, tout à coup, tout était à la télé. Gorbatchev s'attaque aussi au fonctionnement de l'économie. Il allège le contrôle de l'État et encourage l'initiative privée. Yevgeny Marayev travaillait depuis 20 ans pour le compte d'une entreprise d'État. Il saisit l'occasion offerte par Gorbatchev. Gorbatchev disait « Allez, réveillez-vous, faites de l'argent, organisez vos propres coopératives. » C'était bien. J'ai même monté ma propre petite affaire. J'aimais ça parce que j'étais responsable. Je nourrissais moi-même ma famille, j'étais libre vis-à-vis de l'État, j'étais indépendant. Mais les Russes veulent plus. Ils rêvent d'une liberté qu'ils n'ont jamais connue. Dans l'Union soviétique, la liberté a les couleurs de l'indépendance. Les nationalités emprisonnées dans l'Union songent d'abord à recouvrer leur indépendance. De la Lituanie jusqu'à l'Asie centrale, c'est un empire qui se désagrège. La crise soviétique affaiblit tous les pouvoirs des pays satellites. Les partis communistes perdent leur dernier atout quand il devient clair que Gorbatchev n'enverra pas les chars. En Hongrie, une nouvelle équipe entreprend le démantèlement du système. On commence par le symbole le plus voyant. Le rideau de fer qui sépare la Hongrie de l'Autriche tombe. En Pologne, le syndicat Solidarité, qui fait corps avec la société, oblige le gouvernement à des concessions. Une table ronde organise des élections libres, pour la première fois dans un régime communiste. Mais quelques vieux régimes, de la Roumanie à l'Allemagne de l'Est,
semble toujours tenir fermement les commandes. À Berlin-Est, en octobre 1989, on fête les 40 ans de la RDA, comme s'il ne s'était rien passé. Mais la plupart des citoyens, eux, ne sont pas de cet avis, tel Barbel Reinke. Les gens étaient plus calmes. Auparavant, ils auraient toujours fêté le 7 octobre et on les aurait obligés à se montrer joyeux. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose dans l'air. On fait un triomphe à Gorbatchev, une façon de célébrer la réforme et d'exprimer la réprobation à l'égard des gens en place. Gorbatchev, c'était notre grand espoir. Même ici, dans ma rue, quelqu'un avait écrit Gorbatchev sur un mur. Nous avions tant d'espoir en lui. La police réprime brutalement les manifestants à un jet de pierre des officiels. Sur l'avenue Schönhaus, on frappait les gens. Les policiers en civil sortaient des matraques de leurs poches et tabassaient les plus jeunes. J'ai senti que je pouvais faire quelque chose. Je peux me lever et soutenir ces gens. Je ne dois pas rester assise chez moi. Maintenant, je peux faire quelque chose. Le temps de la répression est passé. Les gens surmontent leur peur. À travers toute l'Allemagne de l'Est, la répression policière n'arrive pas à enrayer une vague populaire qui emporte tout. Ceux qui, depuis des années, subissaient sans rien dire, se retrouvent dans la rue. Le parti et ses hommes sont débordés. Juste après 7 heures du soir, je prenais mon repas dans notre cantine. Nous avions une télé noir et blanc sur laquelle je regardais la conférence de presse. Le parti a décidé d'autoriser le passage à l'ouest, mais le porte-parole oublie tout bonnement de préciser que les visas ne commenceront à être distribués que le lendemain matin suivant. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Quand il tourna le bout de papier, il dit quelque chose du genre « tel que je le comprends, immédiatement ». J'ai pensé, tout de suite, ce n'est pas possible, ce qu'il dit est absurde. Ici, à la maison, j'hurlais, même si j'étais toute seule, j'hurlais, le mur est ouvert. Aussitôt, des milliers de gens convergent vers l'ouest. Barbel Reinke se dirige vers la porte de Brandebourg. Elle se retrouve face à un barrage de garde-frontières. Ich bitte Sie. An wen denn? Wer ist zuständig? Bitte zeigen Sie mir den, wenn ich mich an... Wir wissen, wie lange wir gewartet haben. J'ai commencé à avoir terriblement peur et j'ai pensé qu'il nous avait encore roulés. Ich kann nicht mehr! Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, durch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Und zwar in den anderen Teil zu gucken. Ich war noch nie da drüben. J'ai senti qu'il était un bloc de glace. Je me suis dit, plus jamais on ne me dira, tu ne peux pas passer ici. Tu n'es pas autorisé à aller là. Tu n'es pas autorisé à faire ça. Assez. Je traverse. Tout Berlin est réunifié dans la joie. Das war für mich so unfassbar. Ich muss es ehrlich sagen, mein Mann hatte keine Lust mehr noch mitzukommen. Ich sage, lass uns einmal an so einem historischen Tag einmal mit dabei sein. Die hat mich angerufen nach der... Das ist ein wunderschöner Tag. Nous avons parlé plus tard cette nuit-là. Quelqu'un a dit « Voilà la fin de la RDA ».
Voilà les Polonais, les Hongrois, les Allemands de l'Est libérés. Autour des Tchèques. Un dessin animé clandestin qui rend hommage aux révolutions les y invite. Le porte-parole de la contestation se nomme Václav Havel. Cet écrivain, fondateur de la Charte 77, a été persécuté par le régime. Son parcours et son talent d'orateur galvanisent les foules. Zdravím jménem Občanského fóra i všechny občany, kteří nejsou zde na pražském Václavském náměstí a sledují nás prostřednictvím televize. Petr Miller z ČKD. Le métallurgiste Peter Miller rejoint la dissidence et devient l'un des représentants ouvriers lors des négociations avec le gouvernement. Nous étions stupéfaits de la réaction de nos adversaires lors des réunions. Il y avait cet homme qui avait tant de pouvoir à sa disposition et qui pouvait tout contrôler. Tout d'un coup, cet homme était assis juste en face de vous. Il était très petit et il n'avait pas une seule idée. La direction du parti pataugeait. Parfois, même Havel ne savait pas quoi faire. Quand on partait, on fermait la porte et on explosait d'un formidable éclat de rire. En 2 semaines, il a mis fin à 40 ans de communisme. Československá televize oznámila, že všichni členové předsednictva UVKSČ dávají své funkce k dispozici. C'est la revanche des victimes du coup de Prague et de la normalisation qui, 20 ans plus tôt, a suivi l'écrasement du printemps de Prague. En Roumanie, au contraire, le régime demeure inchangé. L'hiver 89 est particulièrement rude. On manque de tout et l'électricité est rationnée systématiquement. Alors que la révolution triomphe à Prague, Nicolae Ceausescu préside le congrès du parti. Les fidèles lui réservent le même accueil qu'à l'accoutumée. En retour, il leur inflige un discours de 6 heures sur les mérites de sa politique. The Communist Party and all the people of Romania are the same. La salle fait à Ceausescu 67 ovations debout successives. Pas une allusion à la chute du mur de Berlin. Ni la presse ni la télévision n'en ont fait la moindre mention. Il n'y avait aucune information sur ce qui se passait en Europe de l'Est. Mais ici, à Timișoara, on disposait d'un atout. Par le biais de la télévision yougoslave, nous avions des nouvelles du monde extérieur. Enhardis par ce qu'ils savaient des événements de Berlin et de Prague, les habitants de Timișoara furent les premiers à protester. Ioan Săvu, employé dans une savonnerie, se trouve lui-même à la tête du mouvement. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Il y avait partout des signes du régime communiste. Longue vie au Parti communiste. Longue vie au camarade Ceausescu, notre dirigeant bien-aimé. Ce jour-là, nous avons détruit tous ces symboles du parti et de Ceausescu. Des milliers de gens se rassemblent sur la place principale. Ioan et Leontin Banciu entendent la manifestation de chez eux.
Quand elle a vu que j'étais déterminé à sortir sans même finir le second plat, elle a laissé les pommes de terre dans la marmite et elle a décidé de venir avec moi. Face aux manifestants arrivés en centre-ville, le pouvoir refuse de céder. Il est clair que les choses ne se passeront pas comme en Tchécoslovaquie. Il y avait des troupes avec leurs armes pointées vers nous. Quand le groupe s'est approché, ils ont ouvert le feu sans sommation. Ils ont tiré à balles réelles, les gens hurlaient de douleur. Ma femme est tombée et s'est raccrochée à mes bras. Une balle l'avait touchée dans le dos, droit dans le cœur. Je pensais qu'elle vivait encore, mais elle est morte là, sur le coup. Les troupes encerclent la ville, mais les manifestants ne se laissent pas intimider. Les gens ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Et même s'ils nous tuaient, d'autres poursuivraient le combat. Les nouvelles venues de Timișoara font le tour de la Roumanie. À Bucarest, on ne parle que de cela. Le parti organise un meeting où Ceausescu doit réimposer son autorité. Aceste mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Surpris et complètement déstabilisé par l'ampleur de la contestation, le président roumain et son épouse tentent de s'enfuir le lendemain après une nuit d'insurrection. Ils sont rattrapés et capturés quelques heures plus tard. La fuite de Ceausescu signe l'effondrement du régime. Les manifestants ne cessent d'affluer. L'armée abandonne son chef. L'heure de la fraternisation générale a sonné. Tout le monde avait les larmes aux yeux. C'était tellement émouvant. Cette semaine de ma vie voulait dire que je n'avais pas vécu pour rien. Très rapidement, après l'arrestation du couple Ceausescu, le comité de salut national organise un procès et une exécution filmée et diffusée par la télévision. Ils paient de leur vie leur acharnement à vouloir conserver le pouvoir à tout prix. En quelques mois, en cette fin d'année 1989, le communisme est balayé de toutes les démocraties populaires et ses hommes chassés du pouvoir. L'effondrement est encore plus rapide que leur installation au lendemain de la guerre. Tout est parti de Moscou, mais en URSS, le parti détient toujours tout le pouvoir. Certes, Gorbatchev a commencé à remettre en cause le régime par ses initiatives, mais l'heure n'est pas encore au basculement. Les vieux militants sont à la fois troublés par ces changements et nostalgiques d'un idéal communiste. J'ai senti le sol glisser sous mes pieds. J'ai pleuré des larmes de désespoir. Comment cela pouvait arriver ? Nous, les communistes, nous avions peut-être commis des erreurs, j'en convenais même. Mais avait-il besoin de tout gâcher ? Pas comme ça. C'était notre histoire. La propagande fait le procès du communisme, de son réformateur. De cette critique réactionnaire, rien ne sera indemne, ni le système, ni les dirigeants. Заявляем, чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с
Les tenants de la ligne dure du communisme, appuyés par l'armée et le KGB, fomentent un coup d'État. Gorbatchev est neutralisé. On retrouve la technique rodée de la confiscation du pouvoir à la manière du coup de Prague. Sergueï Yevdokimov est capitaine d'une des brigades de chars envoyées contre le Parlement russe. On voyait les gens aux arrêts de bus qui partaient travailler. Leurs réactions étaient variées. Certains pleuraient, d'autres attendaient, d'autres priaient. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. On savait juste que le commandant nous avait donné l'ordre de marcher sur Moscou. Les auteurs du coup d'État n'ont pas prévu l'apparition d'un homme providentiel, Boris Eltsine, qui préside le Parlement. En public, il appelle à la mobilisation populaire. Le siège du Parlement, qu'on appelle la Maison Blanche, devient le centre de la résistance du putsch. La foule commence à converger vers le Parlement pour défendre les libertés toutes neuves. Les gens ont commencé à nous raconter ce qui se passait, en s'agitant, en nous menaçant, en pleurant, et en demandant aux soldats « Êtes-vous venus pour nous tuer ?» Les troupes résistent. Sergueï Yevdokimov est contacté par un adjoint d'Eltsine. Il a dit « Les gens qui vous ont envoyés sont des criminels ». Puis il a demandé « Allez-vous nous aider ?» C'était son leitmotiv. Je savais ce qu'il voulait dire. Allions-nous ou non défendre la Maison Blanche d'Eltsine? J'ai dit oui, je le ferai. Les jeunes soldats refusent de retourner leurs armes contre leurs concitoyens. Les putschistes ont perdu la partie. Êtes-vous prêt à mourir? Ai-je demandé à l'un d'entre eux. Il a souri et il a dit oui. J'en ai embrassé un, j'en ai caressé un autre, je les étreignais en avançant. J'ai commencé à pleurer. Les larmes avaient commencé à couler plus tôt. Les défenseurs attendent 2 jours et 2 nuits une attaque qui ne vient pas. Le coup d'État a fait long feu, mais le vainqueur n'est pas celui qu'on croit. Boris Eltsine évince Gorbatchev et dissout le Parti communiste. Pour la première fois depuis 1917, le drapeau aux couleurs de la Russie est hissé sur le Kremlin et remplace le drapeau rouge. Avec la chute du communisme, s'achève un siècle qui a vraiment commencé en 1914 et qui a vu tour à tour l'ascension, l'apogée et l'effondrement en Europe du totalitarisme. Ainsi s'opère la revanche des nations, la libération des peuples et la victoire de la démocratie.